Bonsoir à tous et bienvenue au Shadok pour cette nouvelle édition de Tous connectés et après sur les applications d'interaction vocale. Que transmettons-nous vraiment quand nous parlons aux assistants vocaux? Ils se sont généralisés dans nos téléphones, dans nos voitures, jusque dans nos foyers, ils sont partout. Mais sait-on par exemple que notre état mental est analysé, que notre état de santé peut être détecté? Non, bien sûr. Sait-on que des humains écoutent nos conversations parfois extrêmement privées? Non, on ne le sait pas non plus. On n'est même pas en mesure de savoir, la plupart du temps, si ces assistants vocaux sont éteints ou allumés, si le micro est actif et l'enregistrement est en marche. Alors on va questionner tout ça avec nos deux spécialistes que je vous présente maintenant. Donc nous avons d'abord Véronique Routin, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Donc Véronique, vous êtes chargée du projet Hypervoix, le bien nommé, à la Fondation Internet Nouvelle Génération. Et donc vous avez exploré, vous, depuis combien de temps vous nous le direz. Vous pouvez répondre tout de suite. Comme vous voulez. De- Bonsoir, nous on explore ce projet autour des assistants vocaux. Enfin, c'était l'intérêt d'aller voir maintenant ce qui se passait du côté des interfaces vocales, en plus des autres manières de communiquer, d'interagir avec le numérique, c'était de voir ce que ça allait générer comme type de nouveaux usages. Donc c'est un peu ça qu'on a regardé depuis le mois d'avril. Ouais, alors peut-être qu'il faudra qu'on échange les micros. Je ne suis pas sûr que votre micro fonctionne. Ah, Et à votre droite, nous recevons Emmanuel Vincent. Donc vous êtes chercheur à l'INRIA, donc c'est à Nancy, et vous vous occupez notamment d'un programme européen qui s'appelle Comprise, qui vise à développer la prochaine génération des applications d'interaction vocale. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonsoir. Vous voulez développer un petit peu ou sur Comprise? Je peux développer un petit peu le projet. Donc, il s'agit d'un projet financé par l'Europe qui regroupe 3 laboratoires. Donc, nous à Nancy sur le traitement de la parole, d'autres personnes en Allemagne sur le traitement du texte, et puis une équipe d'INRIA à Lille sur le machine learning et 3 entreprises. Et donc, on cherche à développer des systèmes, enfin à démontrer des systèmes d'interaction vocale qui préservent la vie privée, qui sont moins coûteux à développer et un petit peu plus inclusifs vis-à-vis des utilisateurs. Merci. Alors, comme souvent avec ce cycle tous connectés, on va utiliser pas mal de concepts. Et donc, il est important qu'on parle tous de la même chose. Qui est-ce qui veut bien me définir qu'est-ce qu'une application d'interaction vocale? Peut-être vous, Emmanuel? Je peux commencer, oui. Donc l'interaction vocale, ça consiste à interagir avec un objet connecté ou un service en parlant au système. Alors je peux expliquer un petit peu le fonctionnement interne, ça sera utile par la suite. Dans un premier temps, le système va chercher à détecter est-ce qu'on est en train de lui parler, puis à transformer ce qu'on a dit sous forme textuelle, donc avec une suite de mots. Cette forme textuelle va être analysée pour comprendre qu'est-ce qu'on demande au système. Est-ce que c'est une question ou est-ce qu'on est en train d'apporter une précision ou de comprendre ce qu'on demande précisément et apporter une réponse. Cette réponse, elle peut être ensuite retransformée sous forme orale. Le système peut nous parler. Ou bien c'est une réponse qui peut être visuelle. Ou dans d'autres scénarios, ça peut être une réponse, par exemple une porte qui s'ouvre s'il s'agit d'accéder à un endroit particulier. Oui, parce qu'alors on a bien en tête, je crois, et si jamais c'est pas le cas, je vous rappelle un autre fondamental de ces soirées, qui est que vous pouvez nous interrompre, hein, vous levez la main et on vous passera la parole si jamais il y a quelque chose qui vous échappe, puisqu'on est là pour expliquer. Donc on a tous en tête les assistants vocaux, donc c'est ces petits bidules, essentiellement fournis par Google et Amazon. Mais en fait, les applications d'interaction vocale sont bien plus nombreuses. Il y en a dans les voitures, il y en a dans certaines commandes lorsqu'on a les mains prises, par exemple, ce genre de choses. On a vu dans les entrepôts logistiques qu'il y a une interaction vocale
complète avec une machine. Donc ils sont quand même largement répandus. Je me tourne vers vous, Véronique. Alors, moi, oui, ils sont largement répandus. C'est vrai que vous avez cité, il y a les assistants vocaux et puis à l'intérieur de ça, il y a aussi les enceintes connectées. Donc effectivement, vous avez cité Alexa, il y a également celui de Google qui s'appelle OK Google ou Google Home. Et puis vous avez aussi Microsoft avec Cortana. Et puis par contre, dans les assistants vocaux, vous avez aussi Siri quand vous parlez avec votre téléphone. Ah oui, c'est celui d'Apple, ça. Ouais. Voilà, ça c'est celui d'Apple. Effectivement, la commande vocale, elle n'est pas toute jeune, en fait. Ça fait longtemps qu'on parle avec des assistants et des commandes vocales. Par exemple, effectivement, dans les entrepôts, il y avait toute cette on va dire cette pratique du voice speaking, et c'était les manutenciers qui parlent à leur assistant, enfin, ou c'est plutôt l'assistant vocal qui leur parle plutôt que eux. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à des détournements de temps en temps et à des manières de s'adresser à ces robots qui étaient assez intéressantes pour se dire. En fait, c'était une manière de gérer, c'était un peu comme un manager de l'entrepôt qui vous disait quelles tâches vous avez à faire, etc., comment vous empiliez les différents produits. Et donc, il y avait vraiment cette prise en main là par cette commande vocale. Et donc là, on est en train de retourner les choses. Là, c'est plutôt effectivement, avec les enceintes connectées, on est plutôt un usager qui va demander, questionner. Enfin, voilà. Alors après, il y a effectivement ce terme d'assistant. Voilà, c'est vrai que c'est ce qui va nous intéresser quand même pas mal ce soir. C'est qu'est-ce qu'on détecte en fait et quelle est la réponse qui nous est envoyée. Moi, j'avais envie aussi d'essayer de comprendre pourquoi ces assistants vocaux se généralisent aussi vite. Enfin, il y a quand même quelque chose qui pose question, c'est-à-dire que c'est un micro qui est ouvert en permanence et qu'on met dans un endroit du foyer généralement privilégié. Comment ça se fait que ça se développe aussi rapidement ? Est-ce qu'on le sait, ça, déjà ? Alors, moi, je n'ai pas forcément toutes les réponses à ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est effectivement un outil et une interface, l'interface vocale qui est en train de se déployer assez rapidement, notamment aux États-Unis et en Chine. Pour 2/3, c'est le marché quand même américain et chinois. Alors moi, j'ai quelques chiffres. Le nombre d'enceintes en 2019, c'est une croissance de plus de 80% par rapport à 2018. Donc ça va très rapidement. Et effectivement, c'est plutôt concentré aux États-Unis et en Chine. Vous avez donc 200 millions d'enceintes connectées dans le monde. Alors aux États-Unis, c'est en 2018 25% des foyers américains qui ont une enceinte connectée. Ah ouais. Et avec une prévision qui est de l'ordre de plus de 50% en 2020 ou 2022, je crois. Voilà, ah oui, d'accord. Donc c'est-à-dire partout, quoi. Enfin, partout, en tout cas, 55, la moitié de la population américaine qui serait connectée via ces enceintes vocales. En France, alors c'est encore un petit marché, mais il y a quand même d'ores et déjà 46% des Français qui disent avoir déjà utilisé un assistant vocal, et on a 11% des internautes qui possèdent déjà un assistant vocal. Alors là, c'est une étude, je reprends ça d'une étude qui a été faite par Adopi et le CSA ce printemps dernier, qui a donné comme ça certains chiffres. Alors ensuite, il y a un grand engouement. Il y a énormément effectivement d'enceintes connectées qu'on va vendre, et on verra les chiffres à Noël. Mais il y a aussi beaucoup de questionnements et d'interrogations autour de ça, et donc c'est plutôt intéressant d'avoir cette discussion avec vous aujourd'hui. Il y a quand même sur ces internautes français, et notamment ceux qui ne sont pas équipés, il y a quand même une question, une interrogation sur quel est l'intérêt de ces assistants vocaux. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, voilà. Si c'est pour avoir la météo et changer la musique, ça fait quand même un peu cher. Voilà, il y a des usages assez restreints, et c'est vrai que je lance ma musique, je veux savoir la météo, et je veux passer une simple commande. Donc effectivement, ça nous semble assez limité, mais il y a beaucoup d'acteurs, notamment de la domotique, qui se lancent aussi sur ce créneau-là, et qui est vraiment sur une réflexion autour de c'est quoi l'habitat connecté, éteindre, allumer la lumière, est-ce qu'on le fait avec un assistant vocal. Enfin, on peut aussi appuyer sur un bouton. Alors pour des gens qui ont une difficulté ou qui ont les mains prises ou autres, c'est vrai que peut-être l'assistant vocal, il vient là compléter un certain nombre de tâches. Mais enfin voilà, il y a quand même cette question de quels usages on parle en fait. Et cet engouement juste pour faire ce genre de choses, est-ce que ça a vraiment un intérêt particulier ? Alors, je peux compléter un petit peu. Je pense que dans le
Un des intérêts principaux, c'est d'effectuer des commandes complexes. Allumer la lumière, c'est pas très complexe. Effectivement, on peut juste appuyer sur le bouton. Maintenant, si vous cherchez à voir, on va dire, un film de Tom Cruise des années 80, si vous n'avez pas de commande vocale sur votre télé, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher la liste, regarder à quelle date le film a été produit, et là, c'est bon, je peux démarrer. C'est un exemple parmi d'autres, mais dès qu'on veut spécifier des choses un peu plus complexes, c'est vraiment pratique. Donc ces assistants vocaux des grands groupes dont on a parlé ont été conçus dans le but de commander pas mal de choses différentes, beaucoup de services et d'objets différents. Aujourd'hui, l'utilité pratique, on peut considérer qu'elle est limitée puisque le nombre d'objets ou de services contrôlés est faible et parfois, effectivement, on aurait aussi vite fait manuellement. Mais il faut penser que ça va croître et donc l'utilité pour les utilisateurs, je pense, devrait croître aussi. Et après, il y a une utilité pour les personnes qui exploitent ces services également, dont on peut parler maintenant, peut-être tout à l'heure. Parce que on se doute bien qu'il y a une utilité cachée ou occultée, ou en tout cas pas marketée, parce que quand on voit les opérations de promotion sur ces assistants vocaux, Google et Amazon en tout cas, essayent vraiment de les mettre partout. Sur les enceintes, ils les donnent, Alors, en fait, toutes ces entreprises sont sur des modèles assez différents. Certaines vendent de la publicité, d'autres vendent des objets, d'autres vendent du matériel informatique. Et chacune a un intérêt différent là-dedans. Et celle qui vend de la publicité a un intérêt à collecter des informations sur les utilisateurs pour vendre de la publicité ciblée. C'est comme ça qu'elle va gagner de l'argent. Donc c'est les données pour Google. C'est plus effectivement des données. Ouais. Ceux qui vendent des logiciels à destination des entreprises ont intérêt à ce que ces logiciels soient les plus faciles possibles à utiliser. Inversement, ils n'ont pas forcément intérêt à collecter beaucoup de données, parce que des données en entreprise, c'est quand même très sensible, et ça ruinerait leur business, en fait, de faire ça. Donc c'est deux exemples parmi d'autres, mais je pense que derrière, il y a des intérêts divers. Mais voilà, il y a des enjeux financiers. Et c'est vrai que chez Amazon, on voit bien l'intérêt qui est de pouvoir commander de manière beaucoup plus fluide, quoi. Si on veut remplir le frigo en disant il me faut du beurre, et que le truc rapidement met du beurre dans le panier, ça c'est formidable, quoi. Tout à fait. Oui, il y a des exemples connus effectivement d'enfants qui avaient commandé des tombereaux de bonbons à l'insu de leurs parents en utilisant l'enceinte. Donc c'est très simple même pour des enfants. Alors donc sur cette collecte des données, on a déjà une question. Alors allons-y. Alors attendez, il va falloir la poser dans le micro, puisque, comme vous savez, nous sommes écoutés, en fait. Merci. J'ai juste une question extrêmement pratique. Je voudrais juste comprendre comment fonctionne, si vous arrivez à vulgariser, bien sûr, je pense que c'est assez technique, mais comment on détecte une voix, comment l'ordinateur va détecter ma voix qui va être très différente de celle de mon compagnon ou de mes amis, et va savoir qu'on parle de la même chose, du même mot, voilà. Comment il va... Je ne sais pas si ma question est très claire. Alors merci pour cette question, parce qu'effectivement, on est passé un peu vite sur le processus technique et l'apprentissage. Je peux reformuler un petit peu. Donc globalement, toutes ces technologies sont basées sur l'apprentissage automatique, donc sur de l'IA numérique, qui aujourd'hui est essentiellement effectué par ce qu'on appelle des réseaux de neurones profonds. On rentre un peu dans le détail technique, c'était votre question, donc je me permets. Qui vont faire un lien, qui vont transformer, si vous voulez, le signal de parole vers du texte ou vers l'identité d'une personne. Donc c'est une transformation. Et cette transformation, pour en fixer les paramètres, on va utiliser des données. Ces données, ça va être en gros en entrée des données de parole, et en sortie, ça va être le texte correspondant, si on cherche à transcrire sous forme textuelle.
Si on cherche à détecter qu'il y a une personne qui a dit OK Google, par exemple, ça va être un détecteur, 0 ou 1, une sorte d'interrupteur si vous voulez. Donc on va donner plein d'exemples de sons où la personne dit OK Google, plein d'exemples où la personne ne dit pas OK Google, et on cherche à apprendre, donner à la machine la capacité d'apprendre ça. Pour votre question était sur un point un petit peu différent, qui est l'identification d'une personne ou la vérification de son identité. Sur les systèmes de ce type, on est plutôt sur de la vérification d'identité. Ça veut dire, on va dire par défaut, votre téléphone, c'est vous qui parlez dedans, et le système va vérifier si c'est bien vous qui parlez. Alors certains assistants vocaux le font, d'autres pas. Et là, techniquement, pour répondre précisément, chacun, donc en français, par exemple, on a une trentaine de phonèmes de cet ordre-là. Chaque phonème, chaque personne va le prononcer un petit peu différemment. Donc les phonèmes, c'est A, B, T, etc. Voilà. Chaque personne va prononcer un petit peu différemment. Donc on va analyser pour chaque phonème quelle est la différence entre cette personne et la moyenne de la population. Et cette caractéristique-là va permettre de vérifier que c'est bien vous. Voilà. Mais pas seulement. C'est ça le problème. Oui, on a une question ici. Donc moi j'ai Google Home à la maison et la question que je me pose c'est quand je dis OK Google, est-ce que c'est traité localement dans l'enceinte ou est-ce que l'ensemble de nos discours, enfin de nos discussions partent sur le serveur et sont analysés dans le serveur? Merci pour cette question. Alors, vous allez faire plaisir à Emmanuel Vincent, qui va se faire plaisir en tout cas de vous répondre, puisque vraiment c'est son truc. Alors, donc le principe de fonctionnement, c'est que ça soit... Il y a un micro qui a assez basse consommation, qui écoute en continu, pour détecter si OK Google ou Alexa ou autre a été prononcé. À ce moment-là, le système complet se déclenche. Typiquement, ils ont même plusieurs micros. Et là, toute la commande est envoyée dans le cloud. Donc, c'est envoyé dans les serveurs de Google ou d'Amazon. Elle va être analysée là-bas et le résultat va revenir chez vous. Pourquoi ce fonctionnement-là ? En fait, ces techniques d'IA, réseau de neurones, etc., sont assez coûteuses en calcul. Si ça tournait systématiquement sur votre téléphone et que vous êtes un gros utilisateur, ça se voit, la batterie décroîtrait beaucoup plus vite. Et puis en plus, accessoirement, ça permet, et c'est pas accessoirement pour Google, ça permet de récupérer des données sur lesquelles ils vont faire l'apprentissage. Donc pour eux, ça a aussi cet avantage-là, qu'ils ont les données de parole, qui vont faire transcrire par des personnes humaines avec le texte à côté pour faire cet apprentissage. Voilà. Donc, en théorie, ça devrait fonctionner comme ça. Je rajoute juste que malheureusement, parfois, il y a des petits couacs. Comme aucun de ces systèmes n'est parfait, ça va arriver souvent que vous dites OK Google et que le système n'entend pas. Donc il faut répéter. Ça, tout le monde tous les utilisateurs s'en rendent compte très facilement. Plus embêtant, dans l'autre sens, ça peut arriver que vous ne dites pas OK Google et que le système se déclenche et du coup, ce que vous étiez en train de dire à ce moment-là, voire ce que d'autres personnes autour de vous étaient en train de dire et qui n'ont rien demandé, va partir chez Google. Absolument. Donc ça nous pose la question. Alors puisque effectivement ces applications, ces systèmes ont besoin d'énormes quantités de données pour fonctionner, en tout cas correctement, avec un niveau de qualité et de reconnaissance suffisant. Et ça pose la question des biais dont ils sont affublés, puisque évidemment, comme on l'a vu, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents à la précédente soirée sur les biais sexistes. Eh bien, il va y avoir des biais dans ces applications. Est-ce que ça, vous l'avez étudié à Hypervoix ou chez vous? En tout cas chez vous. Dans Hypervoix, c'est vrai qu'on est beaucoup moins orienté, on va dire, techno et scientifique. Mais par contre, c'est vrai qu'on a regardé un tout petit peu des alternatives quand on parle justement du fonctionnement, par exemple, d'une enceinte connectée comme OK Google ou Alexa. Il y a cette notion-là de dire ça part dans le cloud. Mais il y a aussi d'autres alternatives d'architecture technique derrière qui sont effectivement beaucoup plus en local. Donc, par exemple, c'est le cas
de Snips. Je ne sais pas si vous connaissez comment on pourrait l'appeler, c'est des logiciels alternatifs, ou en tout cas, c'est des briques technologiques, voilà, qui mettent, et où donc eux, ils construisent plutôt en local, et ils vont un peu contextualiser on va dire des usages. Imaginons que demain, vous demandiez à la poêle ou à votre cuisinière de s'allumer toute seule. Il n'y a pas besoin forcément d'envoyer toutes ces données. Après, on ne questionne pas l'utilité d'un truc comme ça, hein, mais en tout cas, on n'a pas besoin de l'envoyer dans le cloud pour réaliser cette manip. Donc ça peut être localisé, entre guillemets. Mais bon, derrière ça, il y a quand même aussi, effectivement, comme on le soulignait, cette question un peu d'enjeu de privacy. Alors il y a des chercheurs, là c'est dommage, je ne peux pas vous le présenter, mais vous pourriez aller voir, c'est des gens qui se sont amusés, justement, des chercheurs qui se sont amusés à regarder un peu l'anatomie de ces systèmes techniques. Et donc, par exemple, il y avait Kate Crawford qui a analysé comme ça l'anatomie d'une intelligence artificielle. Et on voit, alors on parlait comment c'est le speech est traduit en texte, comment ensuite c'est analysé, etc. Il y a énormément d'invisibilité derrière ces appareils-là. Et nous, ce qu'on se dit, c'est que même il y a des enjeux de conception assez intéressants, enfin, qui soient didactiques pour les usagers, que vous compreniez ce qui se passe, qu'on puisse montrer par exemple les micros, où est-ce qu'ils sont, quand est-ce que ça s'allume, quand est-ce que ça s'éteint, est-ce qu'on est écouté tout le temps ou pas. Donc il y a quand même des degrés de méfiance, et on pense que de ce côté-là, du côté des enjeux de conception, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Parce que l'idée, pour l'instant, on a l'impression dans les objets connectés, c'est vraiment de masquer le micro, quoi. Il est invisible la plupart du temps. Dans les enceintes connectées, on ne voit pas, il n'y a même pas un icône disant qu'il y a un micro avec un petit voyant rouge qui enregistre. Non. Alors voilà, mais c'est un peu tout le problème, ou la tendance actuelle de ces technologies, justement, qui se veut les plus fluides, les plus ubiquitaires et les plus qui disparaissent chez vous. Enfin voilà, il y a pas mal de marketing là derrière autour de ça. Donc du coup, est-ce qu'on veut que ce soit complètement invisible et le plus fluide possible, ou au contraire que ce soit un peu plus visible, et donc comment on le prend en main, comment on peut spécifier, comment on interagit. Et donc toute cette compréhension-là, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est un peu masquée du côté des usagers. Et alors, dans la préparation de cette soirée, il y a aussi un autre domaine sur lequel vous aviez travaillé et qui me paraît fondamental avec ces technologies, et qui procède aussi du même problème, c'est la question de l'unicité de la réponse. Et donc là-dessus, j'aimerais bien que vous puissiez détailler un petit peu ce problème-là, et puis quelles sont les solutions qu'on a. Donc l'unicité de la réponse, je vais peut-être préciser ma question, c'est quand on fait une recherche sur Google, on a une dizaine de résultats sur la première page, et en tant qu'humain, il arrive parfois qu'on préfère la deuxième ou la troisième réponse, parce qu'en fait, c'est quand même la meilleure, malgré tout, à la question qu'on avait. Sur un assistant vocal, quand on pose une question, il ne propose pas un choix, en fait. Il propose une seule réponse et il l'envoie. Alors là-dessus, c'est vrai qu'effectivement, cette question de l'unicité de la réponse est un fort enjeu. Il y a un frein assez important justement pour que d'autres usages se développent. Et c'est vrai que cette unicité de la réponse, d'une certaine manière, aujourd'hui, si vous voulez, on est un peu dans une transition. On est passé du monde du search au monde justement de la réponse. On ne va plus chercher justement avec l'assistant vocal. Là, il vous donne une et seule réponse. Alors aujourd'hui, c'est ce qui est fait. Maintenant, demain... Sans qu'on ait de visualisation, ou en tout cas de capacité de comprendre comment a été produite cette réponse. Voilà, alors ça c'est clairement le cas. Alors effectivement, il y a cette question aussi de modalité d'interaction avec Internet et avec le web et avec le numérique. C'est-à-dire, est-ce que j'ai pas un écran aussi en complémentarité d'une interface vocale? Enfin, il peut y avoir d'autres manières d'interagir avec le numérique. Donc du coup, c'est vrai que cette enceinte connectée aujourd'hui, elle n'a pas forcément d'écran. Il y en a certains qui le mettent aujourd'hui et qui vont le développer. Mais donc cette question de l'unicité de la réponse, nous semble un point très important.
parce que alors l'ARCEP, il y a quand même quelques régulateurs qui s'intéressent à la question. s'intéressent et puis qui s'interrogent beaucoup et qui disent qu'il faut absolument qu'on développe un peu plus, on va dire, la diversité des acteurs autour de la table. Alors vous avez quand même la possibilité, quand même, avec ces appareils-là, de qualifier les sources sur lesquelles vous allez ensuite interroger. Est-ce que c'est Wikipédia? Est-ce que c'est... Mais il y a quand même, on est quand même en dehors de la neutralité du net, quoi. Il y a quand même un enjeu de neutralité du net avec ces nouveaux outils. Et donc, il y a quand même un travail aussi de réflexion à avoir sur ces questions-là. Et plus ce marché sera concentré, plus on va avoir un problème justement sur cette diversité d'accès. Ouais. Et il est déjà quand même pas mal concentré, je trouve. Oui, sauf qu'aujourd'hui, par exemple, on apprenait là tout à l'heure que Sonos, un fabricant justement d'enceintes connectées qui travaillait uniquement avec Alexa et Google vient de signer avec Snips, par exemple, a racheté Snips même. Donc du coup, ça peut... Enfin voilà, il y a d'autres alternatives, il y a d'autres acteurs qui se positionnent sur ce marché. Il y a aussi en France un laboratoire justement de tous les acteurs techno qui travaillent justement à cette, on va dire, ce poids des acteurs français par rapport aux GAFAM sur ces questions-là. Emmanuel, vous voulez préciser ? Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je peux répondre à votre question sur les biais, puisqu'on on est passé à autre chose. Donc si on revient sur la question des biais, en fait, dans la mesure où ces appareils ne peuvent fonctionner que si un apprentissage a été effectué sur des données, s'il y a des biais dans les données, ça va se traduire nécessairement par des performances différentes du système. Donc ça peut être sur l'âge. Par exemple, aujourd'hui, les systèmes vont marcher beaucoup moins bien pour des enfants ou des personnes âgées que des personnes d'âge mûr, parce qu'il y a moins d'enfants et de personnes âgées dans le corpus d'apprentissage. Ça peut être sur les accents régionaux, étrangers. Et puis, plus globalement, ça va être sur les langues. Si on parle une langue qui est parlée par peu de personnes, l'intérêt commercial de développer un système pour cette langue va être très limité. Et puis par ailleurs, la collecte de données va être très compliquée aussi par rapport aux systèmes actuels qui sont vraiment très gourmands. Donc ça se traduit par le fait que sur les 6 à 7 000 langues qu'il y a dans le monde, qui sont encore parlées heureusement, il n'y en a qu'une centaine pour lesquelles ce type de système existe. Et que pour les langues telles que le français qui sont relativement bien parlées, les grosses entreprises qui ont collecté plein de données peuvent fournir des systèmes qui marchent très bien. Les acteurs français plus petits aujourd'hui ont plus de mal. C'est pour ça que, comme disait Véronique, ils se mettent en consortium pour collecter ensemble les données dont ils vont avoir besoin pour sortir leurs produits et commencer à concurrencer les autres. Et puis, voilà. Et quoi qu'il arrive, sans doute, une personne qui a un accent particulier ou bien une voix particulière, ça marchera toujours moins bien pour elle que pour quelqu'un d'autre. Ces biais-là, alors pour être peut-être encore plus frontal sur cette question-là, il y a des exemples connus de biais de genre ou de couleur de peau, on va dire. Et sur le traitement de la parole, ça arrive aussi. Parce que dans les corpus, dans ces données, on a souvent plus d'hommes que de femmes. Et donc, un des biais assez courants, c'est que ça marche moins bien pour les femmes. Ça, c'est pas tellement connu, mais c'est la réalité, malheureusement. Et ça c'est un truc que je trouve, moi, assez terrifiant, en fait. C'est-à-dire, c'est que cette interface qui a vocation à se généraliser, en fait, est un nouveau vecteur de la surreprésentation existante des hommes, des blancs et des anglais, quoi, et des anglophones. Donc ça va être un nouveau champ alors qu'il est balbutiant, ça va être un nouveau champ de combat contre les discriminations. Oui, tout à fait. Donc après, les entreprises qui développent ces technologies sont conscientes du problème. Oui, parce qu'il y a un intérêt commercial. Alors je pense comme de tous les problèmes qu'on va citer, elles sont toutes conscientes de tous les problèmes. Après, elles font certains choix différents vis-à-vis de la vie privée, des biais, etc. Mais je pense qu'elles cherchent toutes à corriger ces biais. Après, il y a un effet de renforcement, si vous voulez, on va dire, si l'enceinte, elle marche moins bien pour les femmes l'utiliseront moins, donc il y aura moins de données de femmes, donc ça ne va pas s'améliorer. Mais voilà, le problème est traitable dans la durée.
D'ailleurs, je vais faire un peu un zoom ou de la publicité pour quelques alternatives qui sont, que je trouve plutôt intéressantes dans ce champ-là, justement. C'est Mozilla qui a lancé une plateforme qui s'appelle Common Voice, et où chacun d'entre nous, vous pouvez contribuer, être des contributeurs actifs, justement avec votre voix, avec votre accent. Et donc, du coup, ça, c'est un projet que je trouve assez passionnant et qui va... avec les accents locaux, avec différents dialectes, etc. Alors, ils en sont au début. Donc, il n'y a pas une énorme promotion de ça, mais moi, je trouve que non, c'est mais un complètement projet... pas. À nos amis qui ont un petit accent alsacien, n'hésitez pas, Common Voice. Voilà, mais c'est... et pour écouter, pour corriger, et aussi pour enregistrer plusieurs sons de votre voix, afin justement d'entraîner ces machines à mieux vous comprendre. Alors, ça nous donne aussi l'occasion de parler de ce qui est transmis avec la voix, les données qui sont transmises avec la voix. Donc ça, c'est vous qui me l'avez appris. On transmet bien plus que le message, en fait. On transmet l'état de situation. On peut transmettre une indication sur son âge, sur son état de santé aussi. Vous pouvez nous détailler ça un petit peu? Alors donc effectivement, on va transmettre essentiellement 4 choses. Donc le plus évident pour tout le monde, c'est le message. Si je dis, je sais pas, quel temps fera-t-il demain? Donc c'est quel temps fera-t-il demain? Mais en disant ça, je vais transmettre des informations sur mon identité. Donc il y a déjà ma voix en fait qui est différente de celle de chacun d'entre vous. Et puis des caractéristiques générales de ma personne, telles que mon âge, mon genre, etc. Donc évidemment, c'est pas possible de dire à un an près quel âge j'ai, mais c'est possible de deviner la fourchette d'âge. Si j'étais vraiment bébé peut-être, mais c'est pas possible Mais de la fourchette d'âge c'est possible, le genre c'est possible évidemment. On voit aussi par exemple que je n'ai pas d'accent alsacien. Et puis donc c'est ce type de caractéristiques générales, ça c'est une deuxième chose. La troisième chose, c'est tous les états qui vont varier au cours du temps. Par exemple, si je suis enrhumé, ça va s'entendre tout de suite. Mais ça peut être un petit peu plus insidieux, tout ce qui est autour de l'état de santé. Un certain nombre de maladies peuvent se traduire par des modifications dans la voix, alors soit dans ce qu'on dit, soit dans la sonorité de la voix. C'est dingue. Et peuvent être détectables dans une certaine mesure. À nouveau, tout ça n'est pas parfait. Mais plus on va utiliser le système, plus on va prononcer de phrases, plus il y aura une certitude élevée que tel ou tel trait ou état de la personne a été correctement identifié. Et la dernière chose qu'on va transmettre, qui est encore moins évidente, c'est en fait les sons qui sont autour. S'il y a d'autres personnes qui parlent au même moment et que c'est capté par le micro, ou bien les sons ambiants peuvent également transmettre des informations. Par exemple, on peut savoir si je suis dans les transports ou en train de regarder la télé ou en train de discuter avec quelqu'un. Et ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on se dise que c'est pas utilisé en fait, parce que ces données-là, donc elles commencent effectivement à être exploitables et elles vont l'être. Ça va faire exactement la même histoire qu'avec la reconnaissance faciale, c'est-à-dire qu'au début on dit jamais de la vie, et puis après on dit sauf pour des questions de sécurité. Et là, on voit bien que si vous appelez la police ou si vous appelez un système de secours, d'urgence, etc., on va utiliser ces données-là au nom de la sécurité. Oui. Alors effectivement, sur la sonorité de la voix qui est liée à votre identité, donc on parle de biométrie, c'est une caractéristique personnelle que vous ne pouvez pas changer, on ne peut pas facilement changer de voix. Et ça, c'est déjà utilisé. Vous me posiez la question tout à l'heure. Par exemple, certains assistants vont vous identifier. Donc, ils ont une sorte d'empreinte vocale, de signature vocale, si vous voulez, qui est certes pas aussi unique que pourrait l'être une empreinte digitale, mais qui permet de vous identifier. Tant que vous donnez votre consentement à être identifié dans certaines situations, tout va bien. Si l'entité qui a cette donnée-là commence à la partager avec d'autres sans que votre consentement soit explicite, ça peut être gênant parce qu'on pourrait vous identifier dans plein de situations où vous n'avez pas forcément envie d'être identifié. Donc ça, c'est pour ce qui est lié à l'identité. Ensuite, pour le troisième volet qui était plus lié à l'état passager de la personne, tout ce qui a trait aux émotions
est extrêmement intéressant pour les entreprises de publicité, à nouveau. Parce que si on sent que vous êtes super excité en voyant une pub, on va vous chercher à vous vendre ça plutôt que quelque chose qui vous rend vraiment ennuyé. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est utilisé dans une certaine mesure, alors par les assistants vocaux, je ne saurais pas dire, mais par des entreprises qui analysent les conversations entre des conseillers en ligne et des clients, en gros pour déterminer est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que le conseiller a bien travaillé. Voilà. Ce type d'information peut être utilisé. C'est un truc de fou. Voilà, et pareil, donc si on collecte ce genre d'informations sur vous et que c'est utilisé dans des situations où vous êtes d'accord et vous avez bien compris la règle qui dit je suis d'accord, ça va. Ouais, mais alors, des fois, les règles sont pas très claires et puis on peut... Est-ce que vous avez regardé l'un ou l'autre dans les CLUF, donc les contrats licences utilisateurs finaux des assistants vocaux, est-ce que vous avez regardé si ces métadonnées du signal étaient analysées et est-ce qu'ils le disent? Est-ce qu'ils disent Alors, on va Non, c'est pas dit explicitement. C'est pas dit explicitement. C'est pas dit explicitement. Et évidemment, bon, les clauses sont toujours. Alors en fait, au moment où on demande, donc je pense la plupart d'entre vous aujourd'hui savez qu'avec la loi française et la nouvelle loi européenne, on doit demander explicitement le consentement de l'utilisateur. Au moment où on demande ce consentement, vous avez tous vu les fenêtres sur Internet aujourd'hui, hein, on explique. N'est pas d'accord, on va perdre plein de fonctionnalités et c'est super dommage. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut cliquer sur détail avant de dire oui. Là, dans les détails, ils expliquent un peu plus. Et parfois, effectivement, si on n'est toujours pas convaincu, on peut aller voir les conditions exactes. Et là-dedans, c'est un petit peu décevant parce que finalement, c'est tout ou rien, quoi, en fait, Si on donne l'autorisation, ils peuvent en faire à peu près n'importe quoi ce qu'ils veulent. En fait, pour usage interne. Alors, ils précisent quand même s'ils vont l'utiliser en interne ou s'ils peuvent revendre à des personnes tierces. Voilà. Voilà, tout à fait. Bon, c'est vrai que ça, c'est un nouveau champ, un vaste champ d'inquiétude pour tous ceux qui sont un petit peu soucieux de respect des données privées et de traitement de ces données. Enfin, je suis complètement d'accord avec ça. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même les régulateurs, et notamment en Europe, on a fait quand même passer la loi sur il y a le RGPD, la loi numérique et puis le RGPD. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. La CNIL a déjà fait pas mal de dossiers d'analyse sur ces données-là, ces données sensibles de la voix comme données biométriques. Et je pense que on va avoir quand même des propositions de loi autour de ça. C'est pas sûr. La CNIL, ils ont demandé à ce qu'il y ait un débat national sur la reconnaissance faciale avant que ce soit utilisé dans l'administration. Non, pour l'instant, c'est en expérimentation. C'est pas encore adopté. Mais c'est un silence absolu suite à cette demande. Enfin, en fait, c'est des questions qui doivent être... c'est des questions qui au-delà sont de la soulevées, CNIL. C'est-à-dire que nous, c'est un peu le travail justement un peu de nos organisations ou même des citoyens. Enfin, je veux dire, ça peut venir de pas mal d'endroits. Donc, on est en droit de se poser cette question. Par contre, il faut peut-être pas rester que sur sur cet enjeu de la privacy, même s'il est très important. Je pense qu'aussi, c'est plutôt quel type d'usage aussi et quel est l'intérêt d'avoir à se développer ce type d'assistants vocaux. Je pense que nous, on a regardé, par exemple, dans des questions d'usage autour, par exemple, de la mémoire, la question aussi d'un usage collectif, à quoi ça peut servir, la question de la transmission, de savoir. Alors, il y a quelques usages qui sont en train de se développer aujourd'hui, par exemple, dans des EHPAD pour les personnes âgées, qu'elles puissent être avec un assistant connecté, une enceinte vocale, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir aussi répondre à un certain nombre de questions, pour pouvoir aussi transmettre. Donc il y a toute une notion, il y a pas mal de projets qui sont développés aujourd'hui. Je ne les juge pas du tout, c'est juste pour vous donner quelques insights de projets comme ça, sur par exemple un monsieur qui a fait un dad bot parce que son père allait mourir et du coup il a enregistré et il en a fabriqué un assistant vocal pour pouvoir continuer de parler après la mort avec son père. Donc il y avait aussi des notions même super, de se dire ça donne envie. Cette question. Après chacun fait. Enfin, je veux dire, c'est aussi
On avait, nous, dans des scénarios extrêmes comme ça, vu des choses autour d'une personne à l'hôpital, par exemple, et qui, si elle entendait, par exemple, sa maman, une voix un peu familière, pouvait un peu le relaxer dans un moment un peu tendu ou pas bien à l'hôpital, par exemple. Donc il y a quand même des usages, on pourrait se dire, peut-être que là, il y a des choses à regarder de ce côté-là, et pas forcément d'être effectivement, dépasser cette notion même du Big Brother et de cette surveillance permanente. Il y a quand même des différentes alternatives et je pense que les GAFAM aussi sont en train de regarder ça et sont en train de se poser ces questions et de se dire on ne va pas pouvoir continuer comme ça parce qu'il y a une gronde qui monte, il y a des inquiétudes, il y a quand même une demande, une forte pression de la part des acteurs et des usagers. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se passer de ce côté-là. On voit par exemple, alors c'est des projets qui nous viennent plutôt du monde artistique, mais voilà, ces questions de genre, effectivement vous parliez tout à l'heure, il y a aussi des gens qui travaillent justement sur une voix qui soit non genrée, par exemple. Même l'appellation d'assistant vocal, pourquoi on dit un assistant. Ça pourrait être aujourd'hui, la majorité des usages, c'est vraiment sur la commande vocale. Mais demain, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à imaginer sur un compagnon? Alors on le voit déjà dans différentes séries ou des fictions sur, voilà, c'est quoi aujourd'hui? C'est vrai que l'assistant vocal, il est vraiment sur une commande vocale et pas du tout sur j'interagis avec quelqu'un. On est vraiment, alors on parlait de l'unicité de la réponse, alors on nous promet, on nous vend une interface, une conversation naturelle. En fait, déjà, il y a, à chaque fois que je veux parler à mon assistant vocal, il faut que je lui dise OK Google ou Alexa ou autre. Il n'y a pas d'interaction naturelle. Et puis, il y a des chercheurs, par exemple, d'Orange, qui montraient, c'était assez drôle, enfin, drôle et pas drôle, c'était sur l'adoption de ces outils. Je ne sais pas, monsieur, depuis combien de temps vous avez votre enceinte connectée, et si d'ailleurs vous en êtes content. Mais par exemple, les chercheurs d'Orange, ils montraient tout le travail invisible des usagers, des utilisateurs. C'est-à-dire là, on n'est pas du côté de l'architecture technique et de l'interface et de l'intelligence artificielle et comment j'entraîne les machines. Là, on est du côté de l'usager qui passe-moi telle musique, et l'assistant vocal ne comprend pas. Ouais, et du coup, il répète. Et puis alors, à côté de ça, il y a les enfants qui viennent se mettre autour. Alors là, ça crée encore un peu plus de bruit, etc. Enfin voilà, donc du coup, il y a d'autres questions derrière, parce que c'est vrai qu'on nous dit assistant vocal, mais derrière ça, effectivement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Enfin, qui est l'assistant de qui, finalement? Et en plus, exactement. Mais en tout cas, cette notion même de... Est-ce qu'à un moment donné, les technologies vont nous permettre aussi d'être dans une forme de compagnonnage? Est-ce qu'on va être véritablement dans une conversation? Aujourd'hui, on n'est pas dans une conversation, c'est très clair. Mais peut-être que demain, il y a des technologies. Alors effectivement, il y a ces aspects de dire, il va reconnaître mon intonation de voix, l'état d'humeur physique, psychologique dans lequel je suis. Mais il y a aussi peut-être une manière justement de pouvoir interagir. Alors il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de social computing. Enfin voilà comment on peut doter les machines de compétences sociales. On le voit avec la robotique. Enfin, je pense que là, il y a aussi d'autres champs qui sont aujourd'hui, on en est au tout début, hein, donc il y a peut-être d'autres champs aussi qui vont émerger, qui seront très intéressants. Oui, tout à fait. Oui, sur l'aspect compagnon, d'ailleurs, on commence à voir quelques technologies déployées auprès des personnes âgées, ou au Japon, qui est très en avance sur ces questions-là. Et voilà. Donc c'est à la fois bien et ça peut faire peur par certains côtés, parce que ça peut avoir aussi tendance à renforcer l'isolement des personnes vis-à-vis d'autres humains, quoi. Exactement, ouais. Oui, c'est sûr que si on se met à... Il y avait eu un film, je crois qu'il y a un roman formidable où le mec parle avec son GPS. On avait une question ici. Est-ce que vous pensez qu'il va avoir un effet psychologique? Est-ce que les gens qui sont habitués à avoir une interaction avec un robot, est-ce que ça modifie leur comportement avec les humains? C'est ça? Alors ça, nous, enfin, on n'a pas de. C'est peut-être une question un peu ouverte sur les types de relations qu'on peut entretenir. Ça, on n'a pas vraiment regardé ça. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, la question de est-ce qu'on déshumanise ou est-ce qu'on réhumanise, enfin, ces questions de dire on met un assistant vocal en remplacement de, c'est des questions assez compliquées, assez délicates. Et dans certains cas, par exemple, là, il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans les EHPAD avec des robots, et où en fait, en général, des relations interhumaines de temps en temps peuvent mal se passer parce que je dois répéter 10 000 fois la même chose, parce qu'elle me demande 10 000 fois la même chose. Et donc du coup, avec un robot, lui, il va pouvoir répondre
d'une manière. Oui. Et donc, du coup, il y a vraiment cette tension intéressante entre, d'un côté, on a l'impression qu'on est dans une déshumanisation, alors qu'en fait, on est en train de justement de réhumaniser une relation, enfin, avec Oui, cette enfin, personne. disons qu'effectivement, le robot peut avoir des avantages, comme par exemple se souvenir. Alors que quelqu'un qui passe, effectivement, si on est dans un EHPAD, on a expliqué quelque chose à un assistant, à quelqu'un qui vient faire des soins, etc. Il faut réexpliquer à la même personne. Le robot peut s'en souvenir, lui. Et donc, du coup, on va, peut-être un exemple, c'est on va s'habituer et on va voir, on pourrait même vouloir préférer l'interaction avec un robot si elle est plus efficace. Donc ça va. Mais ça, je pense que c'est plutôt un champ de recherche pour la sociologie du futur ou du maintenant. On a une autre question. Excusez-moi, c'est plutôt une remarque en fait par rapport aux EHPAD. Je ne sais pas si vous avez l'occasion souvent d'y passer, mais je pense que si on se prend un peu le temps, on constate que ce qu'ont besoin le plus les personnes qui sont dans les EHPAD, c'est pas un entraînement mental, c'est quelque chose qui relève du contact, donc de la sensibilité, le contact physique, le toucher, les émotions. Est-ce qu'un robot est vraiment en mesure d'apporter ça? C'est une question. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais. Merci. Moi, je voulais juste, au début, vous avez parlé que vous étiez chargé de projet sur Hypervoix ou sur Comprise, mais vous n'êtes pas rentré dans le détail. Du coup, quel est le lien entre la conférence d'aujourd'hui et vos projets de recherche? Alors, je peux commencer. Enfin, nous, moi, je travaille à la FIN, qui est la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui travaille beaucoup sur les transformations numériques. Donc, nous, on explore un peu des sujets en émergence en se disant, ben voilà, il y a des technos qui arrivent. Et en gros, ça va transformer quoi? Ça va permettre quoi? Donc, en général, on mène des projets, des programmes de recherche-action. On n'est pas chercheur. On interviewe quelques chercheurs. On fait une veille internationale. Et puis, on associe un peu notre réseau pour travailler justement sur des projections. On fait un travail un peu de prospective. On travaille un peu sur des récits du futur. Et puis ensuite, de là, on identifie un peu des pistes qu'on publie. Donc là, on est sur la fin. On est en train de rédiger justement un peu tout ce qu'on a pu voir. Je vous ai parlé de quelques scénarios. On a fait plusieurs scénarios d'usage avec nos contributeurs. Et on a autour de la table des industriels, des acteurs publics, des acteurs privés qui sont, et puis un groupe aussi de pas mal de start-up qui sont autour de la table pour travailler sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, nous, on voit justement, il y a vraiment des questions d'enjeux de conception qui nous semblent intéressantes. On parlait de la question d'unicité de la réponse, des enjeux de privacy qui nous semblaient importants. Il y a cette notion aussi de l'IA qui est complètement l'intelligence artificielle qui est un peu fantasmée. En gros, la machine comprend. Mais en fait, non, il y a aussi tout ce travail derrière. Il y a pas De dressage. Oui, de sociologues qui travaillent aussi sur ces questions-là. Et puis, vous avez même évoqué la question de la portabilité des données. Oui. Qu'on fournit, en fait, puisqu'en fait, quand on s'adresse à un assistant vocal, eh bien, avec le temps, il nous comprend mieux, mais si on change de logiciel ou d'opérateur, il faudrait tout recommencer. Résultat, après, on est coincé avec un opérateur favori. Et donc, cette question-là, elle n'est pas du tout... Alors la plupart des systèmes aujourd'hui ne sont pas dépendants de l'utilisateur, donc ils vont pas vraiment, enfin, dans la compréhension, dans la transcription de ce que vous dites sous forme textuelle, ils vont pas s'améliorer. Et comme il n'y a pas véritablement de dialogue, comme le disait Véronique, c'est en gros je pose une question, j'ai une réponse, mais il n'y a pas vraiment de continuité. Aujourd'hui, ils n'utilisent pas vraiment les informations spécifique à une personne. Pour améliorer vos interactions futures. Mais ça, c'est en train d'arriver. Voilà. Certains systèmes commencent à faire cela. Et effectivement, dans ces cas-là, la qualité de l'interaction s'améliore. Et si vous changez, vous allez perdre ça.
Et donc, si je continue un peu, je ne sais pas si ça vous intéresse d'avoir quelques informations sur les usages, nous, qu'on a un peu explorés. Dans ces ateliers-là différents qu'on a menés, il y avait toute une zone qui était plutôt, effectivement, l'assistant vocal dans le domicile, en se disant, mais on va être environné. Il y a aussi tout ce marché de l'Internet des objets, donc ces objets connectés à Internet qui vont parler. Et du coup, il y a une sorte de cacophonie dans le foyer. Où on a un peu exploré ce sujet-là en se disant... tiens, est-ce que l'assistant vocal, il ne serait pas un peu le hub qui piloterait un peu, alors on l'avait appelé le bot leader, qui piloterait justement un peu tout votre foyer et qui serait un peu l'interface vocale qui permettrait justement d'allumer ou de se connecter en tout cas à toute cette Internet des objets. Donc ensuite, on a travaillé sur cette zone d'écoute, enfin un assistant, une sorte de majordome, de confiance dans le foyer. Ça voudrait dire quoi ? Effectivement, l'usage collectif d'un assistant vocal n'est pas du tout aujourd'hui développé d'une certaine manière. Et puis, il y a un risque de cacophonie, les uns qui parlent au-dessus des autres, la question du langage, qui parle, comment je suis reconnu. Enfin voilà, il y a plein de questions autour de ça. On a travaillé aussi sur... on s'est demandé si ce n'était pas aussi une sorte de... Est-ce qu'on était en train d'avoir une autre manière d'accéder au numérique et donc à des savoirs, à des contenus différents ? Aujourd'hui, il y a par exemple le marché du podcast est en train d'exploser un peu partout. Et donc du coup, là, il y a peut-être des manières aussi d'accéder à des contenus. Voilà, on ne lisait pas. Eh bien là, on regardait beaucoup de films. Alors le streaming, la vidéo, ça consomme énormément. On n'a pas du tout abordé la question des enjeux écologiques, mais ils sont là aussi. Et donc du coup, aussi se poser cette question au regard des enjeux écologiques, on peut se dire, tiens, le podcast, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des choses à faire de ce côté-là ? Se pose quand même des questions sur comment je navigue par la voix, par exemple, dans un podcast. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait possible. Alors là, il y a la BBC qui lance son assistant vocal pour aussi des raisons de compréhension de qu'est-ce que font les utilisateurs avec l'assistant vocal, quel type de contenu ils écoutent, etc. Et comme ils ne partageaient pas avec Google et Amazon, finalement, ils ont décidé de construire leur propre assistant vocal qui va être disponible à bientôt. Mais il y a quand même déjà Google, ou je ne sais plus si c'est Google ou Amazon, qui commence à travailler justement, ce serait quoi une interaction véritable dans un podcast, quoi. Comment je peux aller plus loin, comment je peux reculer, comment je navigue à l'intérieur du vocal. Aujourd'hui, on en est vraiment au tout démarrage. Et donc ça, on pense qu'il y a un sujet vraiment intéressant de ce côté-là, sur de nouveaux accès à une nouvelle manière d'interagir avec des contenus différemment. Dans le monde de l'éducation, par exemple, est-ce que ça veut dire aussi qu'on va apprendre différemment demain ? Il y a le ministère de l'Éducation nationale qui a lancé un appel d'offres pour des gens pour faire un assistant vocal qui sera une sorte de répétiteur pour apprendre une langue. On peut se dire qu'il y a en tout cas un certain nombre de savoirs comme l'apprentissage des langues qui pourraient être vraiment utiles avec un assistant vocal. Nous, en atelier, par exemple, est sorti le bot qui serait notre répétiteur, le coach qui vient un peu assister tous les élèves. Et si demain, voilà, le ministère de l'Éducation mettait à disposition des enceintes un assistant vocal qui ferait telle et telle chose, ben voilà, qu'est-ce que ça pourrait faire du côté de l'apprentissage ? Voilà. Est-ce qu'on est dans une fragmentation justement et on est enfermé dans des bulles Internet, dans des bulles de contenu spécifique, ou est-ce qu'au contraire, on peut élargir et offrir une nouvelle manière d'accéder au numérique ? Donc ça, on pense qu'il y a des choses très intéressantes qui peuvent se passer de ce côté-là. Donc l'ensemble de ces réflexions, parce qu'en plus on peut les retrouver. Voilà, elles vont être publiées et voilà. nous, tous les contenus de la FIM sont disponibles sur leur site. Creative Commons, donc vous pouvez aussi les réutiliser. Voilà, il y a pas mal de. On a essayé justement un peu de donner un peu des spécificités. Ce serait quoi un assistant vocal dans la maison qui respecterait la question de la vie privée, qui serait pas sur écoute en permanence. On a beaucoup travaillé avec des designers aussi dans ce projet-là, avec l'université de Jean Jaurès Toulouse et puis l'université de Pau, et ainsi que l'école de l'ENSI, qui est une école de design à Paris. Et du coup, cette question-là aussi de conception, comment on conçoit justement ces interfaces vocales, quelle forme on leur donne, comment ils sont incarnés, parce qu'aujourd'hui, on a une espèce de
une sorte, enfin c'est des galets, on n'en a pas là sous la main, mais ils ont une forme et une seule. Est-ce que demain on réfléchit pas justement aux formes que l'on peut donner? Il n'y a pas que l'objet, la forme, mais il y a aussi peut-être la lumière, des différentes luminosités qui pourraient donner d'autres informations. Enfin voilà, on pense qu'il y a quand même on n'en est qu'au début et on pense qu'il y a des choses quand même très intéressantes à regarder de ce côté-là. Emmanuel, vous voulez parler de comprise? Oui. Donc moi je suis chercheur à INRIA. INRIA, c'est l'Institut national de recherche dans le domaine des sciences du numérique. Notre rôle est totalement en amont de ce qu'a décrit Véronique. Nous, notre but, c'est de faire progresser les connaissances scientifiques et les développements technologiques, et autant que possible de les transférer vers des entreprises françaises ou européennes. On contribue également à former beaucoup d'étudiants qui seront les ingénieurs créateurs d'entreprises sur ces technologies-là. À Nancy, on a une équipe d'une quarantaine de personnes autour de la parole qui traite de beaucoup des questions qu'on a abordées. Et donc certaines de ces questions, on va dire, on les traite tout seul, d'autres en partenariat avec des industriels et d'autres en partenariat avec d'autres chercheurs et entreprises au niveau européen, ce qui est le cas du projet Comprise. Donc, comme je vous ai expliqué dans ce projet-là, on traitait également des questions, enfin essentiellement des questions de vie privée, de coûts de développement et d'inclusivité vis-à-vis des personnes. Donc, par exemple, les questions de biais qu'on a discuté tout à l'heure. Voilà. Donc rapidement, au niveau de la vie privée, ce qu'on cherche à faire, c'est à développer un système qui permette de faire l'apprentissage. Et donc pour ça, il faut des données pour que le système apprenne, qu'il s'améliore au fur et à mesure plus il a de données, plus il va s'améliorer. Plus il a de données, plus il pourra traiter de langues. Donc ça permet de faire ça, tout en préservant la vie privée des utilisateurs. Donc en cherchant à enlever des données, toutes les caractéristiques privées que je vous ai décrites il y a quelques minutes. Sur la question du coût, c'est un point qu'on n'a pas trop abordé. Le coût, en fait, pour les entreprises qui développent ces technologies, vient essentiellement de la nécessité de transcrire les phrases manuellement. Et dans le cas du dialogue, également d'annoter ce que la personne a bien voulu dire. Est-ce que c'était une question? Est-ce que c'était une commande? Si c'est une question, je sais pas, par exemple pour commander un billet de train, où dans la phrase se trouve la gare de départ, la gare de fin, l'horaire, etc. Donc tout ça doit être fait manuellement, et c'est ces informations-là qui sont fournies au système pour faire l'apprentissage. Donc dès lors que c'est manuel, ça implique un coût très important, et donc on travaille sur des façons de réduire la part humaine dans ce travail. D'apprentissage. Voilà, dans ce travail d'annotation. Donc, par ailleurs, quand je dis réduire la part humaine, ça paraît un peu négatif, on a l'impression qu'on va enlever du travail à quelqu'un, mais ces personnes, il faut savoir qu'elles sont très très mal payées. Hein. C'est des personnes qui font ce qu'on appelle du crowdsourcing, donc ils sont sur des plateformes de travail où ils doivent constamment se porter volontaires pour des tâches, et en gros c'est le moins offrant qui a la tâche, hein. Donc ils vont être quand même plutôt pas très bien payés. Et le dernier aspect, sur l'inclusivité, on cherche, donc en réduisant le coût, ça devrait contribuer à permettre de déployer ces technologies pour un plus grand nombre de langues, d'une part. Et d'autre part, on cherche, plutôt que d'avoir un système, comme on disait, qui est le même pour tout le monde et qui ne va pas s'améliorer au fil du temps, on cherche à remettre dans la boucle un petit peu de personnalisation pour qu'au fur et à mesure que quelqu'un l'utilise, ça s'adapte à sa voix. Et donc potentiellement, les gens qui ont des accents ou des voix bien particulières qui n'étaient pas présentes dans la base d'apprentissage au départ, que ça commence à bien marcher pour eux aussi. Mais alors, c'est bien que la recherche ait à cœur la vie privée et puis la réduction des coûts d'entrée sur ce marché. Mais est-ce qu'on va vers une interopérabilité des systèmes en Europe, par exemple, pour avoir un acteur ou alors accès à une sorte de base de données ou de process qui permettrait à des systèmes européens de se brancher sur une compréhension universelle vocale, quoi. Parce que
le web et l'Internet a quand même ceci de magique, c'est que ça s'est propagé sur la planète et tout le monde utilise le même Internet. Là, si le futur de l'interaction finalement et de la requête, il est vocal, mais il est complètement maîtrisé de bout en bout par 5 ou 6 acteurs, on va bientôt avoir un petit problème. Donc, est-ce qu'il y a, je sais pas, un embryon de normalisation, d'interopérabilité sur cette question de la requête vocale? C'est difficile de répondre, mais je ne suis pas au courant. Il y a clairement beaucoup d'entreprises qui se développent en Europe sur ces questions-là. Il y a une période un peu... il y a eu beaucoup d'entreprises du domaine vocal dans les années 90 en Europe qui se sont toutes fait racheter petit à petit par des entreprises de plus en plus grosses jusqu'à ce que ça soit les GAFAM finalement qui aient racheté tout le monde. Je schématise, mais on en est presque dans cette situation-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles startups qui se créent. Snips, qu'on a cité tout à l'heure, il y a encore 3-4 ans, c'était une startup. Aujourd'hui, ils ont quand même pas mal grossi. Donc ils développent des solutions alternatives. Est-ce qu'ils vont réussir à prendre une part du marché suffisante tout seul? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que le législateur européen impose, comme vous le dites, des contraintes qui régularisent un petit peu le marché et qui le rendent plus accueillant pour des entreprises de taille modeste? Ça serait sûrement une bonne chose, mais est-ce qu'ils vont le faire? Je n'en mettrai pas ma main à couper. Non, c'est sûr, mais les enjeux sont quand même importants parce qu'effectivement, si cette interaction vocale a pour finalité d'être partout, hein, je sais pas moi, dans les frigos, dans les fours, dans les voitures, dans les télés, dans les enceintes, etc., ça va être un nouveau langage finalement. Et si ce langage, il est complètement maîtrisé par des acteurs qui sont tous américains et à la Silicon Valley, on sait très bien dans ce cycle, en tout cas pour tous ceux qui l'ont fréquenté, que ça pose d'importants problèmes induits. Et des biais. Peut-être, donc je peux rajouter qu'au niveau européen, donc même si sur le plan législatif, on ne voit pas forcément de contraintes qui se mettent de ce type-là, sur le plan de la recherche et développement, il y a des financements européens qui sont destinés à des plateformes d'IA qui visent à centraliser beaucoup de technologies et effectivement à les rendre interopérables, donc en fournissant une interface aux développeurs d'applications et de technologies pour utiliser, interroger des technologies développées par d'autres. Donc c'est également une place de marché, c'est-à-dire qu'on peut négocier en gros combien ça va coûter d'utiliser la technologie de l'autre. Donc non seulement c'est interopérable, ce qui est bien aussi derrière, c'est que ça permet de construire, alors un peu comme disait Véronique aussi, des applications de plus en plus complexes et donc de plus en plus intéressantes pour l'utilisateur parce qu'elles vont pouvoir répondre de façon précise, d'une façon qui est vraiment utile à l'utilisateur dans des situations compliquées. Voilà. Comment on fait pour les repérer alors ces applications? Est-ce qu'il y a un label, une sorte de GIE Alors ces projets de R&D au niveau européen ont commencé assez récemment. Donc pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt pour dire ce que ça va donner. Donc il y a une de ces plateformes, par exemple, qui s'appelle AI for EU, si je ne me trompe pas. Et dans le domaine des langues, c'est une plateforme qui s'appelle European Language Grid. Voilà. Et donc ça permet donc de partager des données, des technologies, des utilisations de ces technologies entre tous les acteurs de l'écosystème. Je me tourne vers notre public. Est-ce que vous avez une question pour nos experts? Pas de questions? Ah. Oui. J'avais une question au niveau de la publicité. Parce que vous avez dit qu'il y a certains assistants vocaux qui récoltent nos données pour faire de la publicité ciblée après. Comment ça marche? Dans le sens où si moi je fais une demande vocale, comment ça arrive au fait que je me retrouve sur mon ordinateur ou sur mon portable avoir de la publicité ciblée en fonction de ma demande que j'ai fait sur mon assistante, face mon assistant? Alors, je ne sais pas si je peux répondre de façon générale. Disons que déjà le problème n'est pas propre à la voix.
Si vous faites des requêtes textuelles, si vous allez sur des sites d'achat en ligne, tout le monde sait effectivement qu'ils vont regarder ce qu'on a acheté pour proposer des choses similaires. Donc la voix, c'est un moyen de transmettre en gros les mêmes informations, plus l'aspect émotionnel, qui aujourd'hui n'est pas forcément utilisé. En tout cas, s'il l'est, je ne saurais pas dire quels acteurs du marché l'utilisent ou pas. Mais ça ajoute encore du potentiel du côté de ces entreprises pour mieux cibler leurs clients. D'autres questions là-dessus? Non? Ah. On a beaucoup parlé de ce que récupèrent les assistants vocaux. Est-ce que vous avez travaillé aussi sur ce que récupèrent ce qui ne sont pas les assistants vocaux, mais qui sont nos téléphones qu'on a et qui des fois enregistrent une partie de ce qu'on a via des applications avec un consentement plus ou moins explicite? Et est-ce que ça peut générer comme souci, ou est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Et si oui, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous avez trouvé. Alors moi, personnellement, non. Mon domaine de recherche concerne l'audio et la parole. Chez INRIA, on a une autre équipe qui travaille exactement sur ce sujet-là, qui s'appelle l'équipe Privatix, qui est à Lyon et un petit peu à Grenoble aussi, si je ne me trompe pas. Donc ils ont étudié il y a quelques années, par exemple, l'application SNCF pour savoir quelles données sortaient de l'application. Et donc ils ont fait un état des lieux de ça. Après, c'est un travail qu'il faudrait mener pour chaque application individuelle, malheureusement, et aujourd'hui qui n'est pas du tout automatisé. Donc c'est très, très, très compliqué de répondre à ces questions-là pour plein d'applications. Après, pardon, sur la question un peu des modèles économiques et de cette captation de la donnée, pourquoi faire, plus on va être dans quelque chose de personnalisé, c'est-à-dire qu'il va comprendre un peu mon comportement, qui je suis, mes habitudes, etc. Qui va me dire bonjour Véronique, ce matin, tu as besoin de ça, ça, ça. Enfin, du coup, plus on veut quelque chose de personnalisé, plus on va devoir laisser un peu la main libre justement sur l'usage de vos données personnelles. Après, vous êtes dans un environnement. Enfin voilà, c'est comment je développe une zone de confiance à l'intérieur de ça. Mais c'est vrai que cette question de zone de confiance, elle est extrêmement importante avec même votre téléphone portable. Alors, ce qui est sûr, c'est que par exemple, il y avait une chercheuse comme ça qui avait travaillé sur Alexa et qui d'ailleurs est repartie, qui va faire peut-être une thèse autour de ces questions-là, de la notion d'engagement. Et à partir de quel moment je m'engage véritablement dans une forme de relation de fidélisation avec mon assistant vocal. Et ça, ce sont des questions qu'on se pose, quoi. Dès lors qu'on veut de la personnalisation, forcément, vous donnez quelque chose. Dès lors que vous avez un service gratuit, forcément, vous donnez aussi... il y a quand même cette question-là de jusqu'où je suis prêt à donner comme information pour avoir le service oui, mais c'est souvent pas très clair. C'est pas très clair, et puis on ne sait pas jusqu'où va l'exploitation des données qu'on envoie. C'est-à-dire que le traitement est défini comme étant vous nous donnez vos données, on va les traiter, et puis voilà. Mais voilà, on n'a pas de... Il se passe, oui, je suis d'accord. Il se passe quand même des choses aussi de ce côté-là, par exemple, sur les enjeux de privacy, il y a pas mal de choses aussi qui se passent sur ce terrain-là, juridique. La CNIL fait pas mal de choses autour de, justement, par exemple, la question de privacy by design. C'est l'idée de concevoir des systèmes dès l'origine qui soient sur ces questions, qui répondent à ces questions et ces enjeux de confiance. Donc il se passe pas mal de choses aussi à ces endroits-là. Donc on en est... On a envie de dire, il est temps quand même. Parce que... Oui, mais c'est aussi à nous de nous réveiller, entre guillemets, ou de se poser des questions. Je veux dire, on n'est pas juste de simples usagers, consommateurs. À nous aussi de se dire, bon, attends, en fait, quand je reçois ça, comment ça... je veux dire, on est aussi en droit et on est en capacité d'agir aussi, de se dire... Ok, je sais. Donc, je pense que y a des enjeux d'éducation, il y a des enjeux justement aussi d'approche un peu plus didactique de ces nouveaux objets techniques. Mais je pense qu'on est aussi nous utilisateurs. Alors effectivement,
question, on va dire, ceux qui sont plus éloignés, qui ne sont pas les utilisateurs avancés, entre guillemets, comment eux, ils se saisissent de ça, comment eux, ils sont informés. Donc je crois qu'il y a aussi toute une médiation, et la médiation numérique est importante aussi à avoir. Et il y a un certain nombre d'acteurs qui font très bien ce métier-là aussi. Mais en tout cas, ces questions de privacy, la CNIL s'y penche, des juristes aussi, parce que c'est vrai que nos CGU, enfin, je veux dire, je ne sais pas qui ici lit toutes les clauses de nos CGU quand on veut utiliser tel et tel service. Bon, C'est personne, on ne peut pas le faire. Donc, matériellement, on n'a pas le temps. Oui, bon. Non, donc mais on est un peu. matériellement, Non, mais ce que je veux dire, c'est- à qui la responsabilité? Ouais. Enfin, donc du coup, enfin, je veux dire, c'est des enjeux collectifs, quoi. Enfin, c'est pas la faute à Google ou la faute à Amazon ou la faute. Il y a un enjeu collectif, un enjeu de société. Et je pense que tout à chacun, on doit aussi se poser ces questions-là. Elles ne sont pas juste dans la besace de ces acteurs technologiques. Elles sont dans la besace, enfin, voilà. La société civile. Non, mais ce qui est sûr, c'est que les acteurs technologiques avancent très vite finalement et se passent très bien d'une forme de éthique dans leur ou de regard éthique sur leurs algorithmes. C'est un sujet qui monte, hein, l'éthique, hein, dans les entreprises. Enfin, je veux dire, à plein d'endroits, c'est un sujet qui monte. Et même dans des grosses. J'étais pas plus tard qu'il y a quelques jours dans une grosse société de conseil où j'entends les collaborateurs ne veulent plus avoir telle et telle, enfin comment dire, démarche ou dispositif où se posent des questions éthiques, environnementales. Le sujet qui monte, c'est celui-là. Je travaille plus avec tel et tel client, ou je veux travailler, mais à certaines conditions avec tel et tel client. Enfin, donc je pense que ces questions éthiques, et chez Google, Amazon et Co, c'est aussi, ce sont des sujets qui montent. Je veux dire, et puis il y a des tribunes tous les jours dans les journaux, dans les quotidiens sur ces questions-là d'éthique. Donc, enfin, moi, j'ai bonne. Moi, ça me rassure. Hein. Moi, j'ai pas du tout la même opinion que vous sur. Je suis pas confiant du tout, mais ça me rassure. Certaines, en tout cas, on veut pas effectivement jeter l'opprobre sur toutes ces sociétés. Certaines qu'on a citées aujourd'hui fournissent des solutions qui, dès aujourd'hui, sont respectueuses de la vie privée. D'autres l'ont fait depuis un certain temps parce que leurs clients, par exemple, étaient des entreprises et donc ça pose des questions de vie privée encore plus embêtantes. D'autres l'ont un peu moins fait, mais elles en sont tout à fait conscientes suite à de nombreux scandales qu'elles doivent progresser dans cette direction. Donc c'est en train de se faire. Et en fait, même, c'est assez amusant. Donc on a parlé beaucoup de fois de Google. C'est amusant de constater que les premiers travaux autour de l'apprentissage préservant la vie privée pour la parole, ça vient de chez Google. Ça ne vient pas d'acteurs académiques. Oui, non, mais que les travaux, que Google s'interroge sur savoir si c'est faisable, si c'est mieux, etc., ça ne m'étonne pas du tout. Après qu'ils le mettent en place, c'est différent. Et on a vu aussi, par exemple, sur les à côté du scandale de Cambridge Analytica, que dans les données exploitées pour cibler les switchers, les électeurs en capacité de voter, il y avait des empreintes vocales recueillies par Facebook. Enfin, je veux dire, c'est quand même à aucun moment il leur a été demandé s'ils étaient d'accord. Non, effectivement, oui. Voilà, oui. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu plus inquiet. Mais je pense que ce sont des questions importantes. Mais en même temps, je pense que voilà, c'est des questions qu'on doit se poser tous. Et nous, en tant qu'utilisateurs, on peut. Donc voilà. Après, quel numérique voulons-nous ? C'est une question politique, c'est pas une question. Oui, mais c'est ce qu'on pose ici voilà, comme débat. Hein, tout à fait, c'est une question politique. La question de quelles données on veut partager, en fait, j'imagine qu'après la discussion qu'on a eue ce soir, certains d'entre vous se disent, moi, je serais prêt à partager certaines choses et d'autres pas. Et donc, en gros, j'aimerais bien voir une liste avec des cases et je coche si je suis prêt à faire ça ou pas. Imaginez-vous faire ça pour toutes vos applications. Ça va être un petit peu compliqué. Donc il y a une question d'utilisabilité d'un autre côté qui fait qu'on doit garder les choses suffisamment simples. Sinon, si c'est trop compliqué, on va dire oui à tout ou non à tout. Et on revient au système qu'on a actuellement. Donc c'est assez compliqué, mais on peut espérer qu'on gagne un petit peu de flexibilité sur qu'est-ce qu'on veut donner ou pas. Ou qu'on le sache, en fait.
déjà. Ce serait quand même déjà pas mal, en fait. Hein. C'est aussi comme ça que ça a été vendu, en tout cas le RGPD. Ça a été de dire, OK, peut-être que vous allez tout le temps cliquer sur « j'accepte » le cookie, mais au moins vous savez que vous laissez quelque chose, que vous laissez une trace. Et ça, c'est un petit peu une des questions avec ces assistants vocaux, c'est qu'on se demande bien ce qu'on envoie. Si on regarde, j'ai fait une petite revue de presse pour préparer cette soirée, on voit bien qu'à chaque fois, il y a des étonnements de la presse à intervalles réguliers. Tous les 3 mois, il y a en fait, il y a vraiment des êtres humains qui vous écoutent. En fait, le micro est ouvert tout le temps. En fait, voilà, c'est des étonnements à répétition. Et ça, on aurait pu penser quand même que les apprentissages passés des technologies auraient pu nous préserver de ça. On n'y est pas vraiment. Alors, on a une question là. Une réaction, c'est juste de dire que, en fait, tant qu'on a le choix, c'est-à-dire que si on a le choix d'avoir une alternative, pour moi, ça va. Mais la question, c'est quand on n'aura plus le choix, qu'on sera obligé par exemple, de passer par une application vocale, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Oui, alors ça, c'est effectivement une autre source d'angoisse, mais je ne sais pas si l'un d'entre vous veut rebondir là-dessus. Non, mais effectivement, merci pour cette remarque. C'est vrai que si ça remplace finalement toute interaction, on sera coincé. On ne pense pas que ça va remplacer tout type d'interaction. On ne pense pas que ça va marcher, ça, justement. On pense que il va y avoir des alternatives et multimodales. On va pouvoir interagir avec ces machines-là de différentes manières. Enfin, je veux dire, ça va être des usages certainement spécifiques, pas pour tous, et il y aura toujours, à mon avis, des alternatives. Enfin, je pense là-dessus. Vous pensez par exemple que dans la télé du futur, il y aura toujours une télécommande? Il n'y aura pas juste un micro? Je ne sais pas. Votre boule de cristal, qu'est-ce qu'elle vous dit? Il y a une autre question. Ah. Oui, c'est vrai, dites-le un peu plus fort ou dans le micro. C'est juste pour dire qu'il y aura toujours des personnes muettes, donc à partir de là, il y aura toujours d'autres alternatives. Merci aux personnes muettes. Alors, merci encore une fois pour le micro. Juste pour quitter la zone de l'angoisse terrible de la voix. Donc on a eu ce projet là qui est sorti il y a maintenant, je crois, à peu près 1 an, où ils avaient reproduit la voix supposée de Louis XIV avec des recherches historiques, etc. Donc on voit que c'est un projet de sauvegarde une sorte de sauvegarde du patrimoine, au moins de découverte des traces du passé. Et est-ce qu'il y a d'autres projets? Est-ce que vous avez eu vent de projets comme ça pour sauvegarder, je ne sais pas, des langues minoritaires ou des contes qui se perdent beaucoup, par exemple, des initiatives de sauvegarde? Alors, il y a, par exemple, la Bibliothèque nationale de France, avec il y a le moteur de recherche Gallica. Est-ce que demain, on ne pourrait pas faire OK Gallica et qu'est-ce qui se passerait derrière? Ils ont énormément d'archives vocales. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles ils sont en train de travailler à l'heure actuelle. Ils regardent un peu tout ça. Est-ce qu'ils vont lancer leur assistant vocal? Est-ce qu'ils vont se mettre en lien avec d'autres? Ça, c'est un peu les questions. Je n'ai pas les réponses, mais en tout cas, oui, ils y travaillent. Il y a d'autres acteurs, comme je vous disais, là, la BBC. Il y a beaucoup aussi de presse écrite qui se lance aussi sur le vocal. Enfin, il se passe des choses de ce côté-là qui semblent être, je pense, intéressantes. Et effectivement, sur ces sujets-là, demain, imaginons que je puisse dialoguer avec un roi de France ou avec... Enfin voilà, il peut se passer. Il y a aussi beaucoup de choses du côté de la création sonore, parce qu'effectivement, les voix aujourd'hui, quel type de voix on a à travers ces assistants vocaux. Il peut se passer pas mal de choses, et il y a des designers aussi qui travaillent sur ces sujets-là, de dire comment j'interagis, comment je peux raconter une histoire, et où l'assistant vocal, par exemple, peut prendre est une espèce d'expérience augmentée. Il y a pas mal de choses qui sont faites, par exemple, où, je crois que c'était Disney qui faisait
avec un papa qui lisait son livre à son enfant, et où à des mots-clés, comme ça, il y avait l'assistant vocal qui mettait une espèce de musique d'ambiance ou qui lançait une musique. Enfin, voilà, donc il se passe aussi des choses pour enrichir un peu une expérience de lecture, d'écoute. Voilà, c'est des fois c'est vrai que sur l'apprentissage, par exemple, moi j'ai vu des vidéos où je vois des gamins qui... L'assistant vocal lui dit répète ça après moi, ou as-tu découvert quelle musique, reconnais cette musique, ou là l'enfant au bout d'un moment dans le salon avec son assistant vocal, il est là, il sait plus, enfin il n'y a pas un écran, enfin, c'est aussi des interfaces hyper attentionnelles. Donc il y a aussi ces questions-là qu'il faut qu'on se pose aussi sur cette hyper attention. Il faut être extrêmement concentré pour écouter. Enfin voilà, dans quelles conditions, dans quel contexte ça va se développer. Ça aussi c'est d'autres sujets. Ok, bon. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il est temps de remercier nos invités. Donc, Véronique Routin de la FING, du projet Hypervoix. Donc, vous pouvez trouver toutes les ressources d'Hypervoix de manière assez simple. Hein. C'est fing.org/interrogation Hypervoix. Fing.org, ça suffira. Voilà. Et Emmanuel Vincent, donc là aussi, il y a aussi pas mal de ressources sur Comprise et sur votre équipe Multispeech, donc qui ne fait pas que ça, mais qui a d'autres projets. Voilà, merci d'être venu avec nous défricher ces enjeux. Je crois qu'on a quand même bien balayé tous les enjeux. Merci de nous avoir un petit peu rassurés. Hein. Moi, j'ai un côté un peu angoissant comme ça, et angoissé, mais c'est comme ça. Le futur m'angoisse, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et on se retrouve donc en janvier, je crois, pour une nouvelle occurrence de Tous Connectés et après. Et bien entendu, chaque jour sur rue 89 Strasbourg. Je rappelle à cette occasion que rue 89 Strasbourg est un média indépendant. Et que si vous appréciez notre travail que nous faisons, et puis notre travail notamment de défrichage et de mise en relation, eh bien je vous invite à prendre un petit abonnement à 5 € par mois, c'est pas cher, mais ce faisant, vous financez une presse locale, indépendante, proche de vous, voilà, et on pourra en faire plus. Voilà. Merci à tous et à bientôt au Shadok ou ailleurs.